Hello les amis, bonjour. Allez, je suis toujours au boulot. C'est la pause là, c'est entre midi et 2. Je ne déjeune pas, donc j'en profite pour vous faire une émission, parce que évidemment, le sujet est vaste en ce moment. Il se passe des choses quand même très bizarres dans notre pays, et pas que. Également en Italie, que je suis très bien. Et je vais donc vous emmener en France, avec des nouvelles fraîches, en Italie, avec des nouvelles fraîches, mais je vais aussi vous emmener en Chine, avec des nouvelles récentes, et je vais vous emmener au Japon, avec des nouvelles récentes, et de très bonnes nouvelles. On va faire un petit tour du monde de cette pandémie. Donc, depuis mon avant-dernière émission, puisque celle d'hier était un peu spéciale, était rapide, sur un nouveau espoir de médicaments à large spectre de la Corée du Sud, depuis, d'abord, je tiens à vous remercier, vous êtes un public, mais juste extraordinaire, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir un public d'abonnés aussi averti, aussi fantastique que vous. Je tiens aussi à m'excuser parce que vous me bombardez d'emails avec des informations, c'est absolument génial, donc j'essaye dans mes petits moyens de répondre à tout le monde. Ceux que j'ai oubliés, ceux que j'ai ratés, 1000 pardons, c'est pas fait exprès. Mais je reçois tellement, vous êtes juste un public incroyable, quoi. Je reçois des emails, il faut que je me concentre pour les comprendre pour certains. J'ai un public varié, il y a des médecins parmi vous, il y a des urgentistes, il y a des infirmiers, il y a des retraités, il y a des livreurs... Il y a de tout, c'est le panel de la société, c'est juste... ça fait moi, chaque fois que je lis vos emails, ça me fait chaud au cœur. Je dis, punaise, tout n'est pas perdu. Tout le monde n'est pas devant TF1 et BFM. Et même, je vais vous dire un truc, avec cette crise-là, on est en train de voir vraiment, je crois que même ceux qui sont devant CNews, BFM et TF1, sont en train de s'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche, quoi. C'est tellement gros, c'est tellement grand, que même eux, ils commencent à avoir du mal, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans une civilisation Internet, et Internet, ça a de la mémoire. Je pense que certains l'oublient, ils se croient au pouvoir, ils se croient tout puissants, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ça se passe pas comme ça réellement dans la vie, on le verra dans cette émission. J'essaye dans cette émission de vous apporter quelque chose de neuf, par rapport à ce que vous m'envoyez, pour pas faire un peu ah oui, mais ça je l'ai déjà vu. De toute façon, j'essaie toujours d'apporter quelque chose de neuf dans mes recherches. Vous me connaissez. Et donc, on va commencer parce que on entend beaucoup de virologues issus de nulle part, très jeunes, passer sur des plateaux télé. C'est vous qui me le racontez, parce qu'en fait, quasiment toute cette émission, une grande partie va être faite uniquement grâce à vous, parce que vous m'envoyez des éléments. Donc, vous me dites qu'il y a beaucoup de virologues qui passent et qui tapent sur le professeur Raoult, quoi. Un truc de fou, quoi. On ne sait même pas qui c'est, ils ont dû faire 0 publication, mais pourquoi les journalistes arrêtez d'inviter des imberbes, quoi? Vous savez qui c'est, le professeur Raoult? Non mais sérieux, vous pensez que c'est qui quand j'entends certains témoignages, lui taper dessus, mais je sais pas moi, c'est le footballeur amateur de mon village qui se fout de la gueule de Ronaldo, quoi. C'est un truc de malade, on en est là, quoi. On en est là. C'est le type qui joue au foot le samedi, qui dit, mais Ronaldo, c'est une chèvre. Neymar, c'est une chèvre. Mbappé, c'est une chèvre. Et les journalistes les interrogent. Mais faut arrêter. C'est qui, professeur Raoult? Je vais vous le dire. Le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet l'étude du monde microbien, nouveaux concepts, nouvelles approches, est remis conjointement à M. Chris Bauer de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure pour sa recherche sur la biodiversité des diatomées et à M. Didier Raoult d'Aix-Marseille Université pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique.
le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Raoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'université d'Aix-Marseille, et Chris Bauer, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé Maladies tropicales et infectieuses émergentes, dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de postdoctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsia. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des mégavirus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. En fait, Didier Raoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Didier Raoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du tube digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Raoult va l'aborder de façon tout à fait originale, en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du tube digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes, et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux de Didier Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules et qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies.
Je crois que là, tout est dit, quoi. Le gars, il dirige un hôpital avec 432 personnes dedans, reconnu dans le monde entier. Celui qui fait le plus de publications. Dans le monde entier, on reconnaît que c'est le meilleur. Et en France, on a perdu 1 mois, soi-disant parce que oui, on n'a pas fait de test en double aveugle. Ah, c'est quoi? C'est-à-dire, tu prends le type là qui est intubé avec le tube, et l'autre, tu lui donnes la chloroquine, et l'autre, tu regardes s'il guérit. Ah merde, il est mort. Ah punaise, oh là là. Ah ben voilà. Non. Comme le dit l'équipe du docteur Raoult, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, ils ont signé, eux, le serment d'Hippocrate. Ils sauvent des gens. Ils n'attendent pas de voir si on est en train de mourir, si un effet placebo fait que on va pouvoir s'en sortir. Donc il y a à peine 2 jours, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, a dit qu'il acceptait d'inclure la chloroquine, finalement, punaise, 1 mois plus tard, dans les tests. Et hier, il vient d'annoncer que le Haut Conseil de la Santé publique, attends, c'est qui? Et qui dedans? A réuni cette société savante. Ah punaise, on utilise un terme, société savante. Alors déjà, tous les gens là, ah ouais, c'est des savants, ah ouais, d'accord. Et recommande de ne pas utiliser la chloroquine. Ça veut dire qu'ils ont autre chose? Non, ils ont rien. Donc on laisse mourir les gens. Oui. Pourquoi? Parce que la chloroquine pourrait avoir des effets indésirables, notamment chez les personnes cardiaques. Ah, d'accord. Donc le type qui est intubé, qui va mourir et qui a des problèmes cardiaques, il va mourir. Plutôt qu'on essaye de le tenter, de le sauver. Je veux dire, c'est pas comme si il était chez lui à la maison, tout seul, sans assistance, il est dans un milieu hospitalier. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui guérissent? Il y a des gens, en fait, qui ont pris ce médicament? Vous allez sur ma page Facebook, j'arrive plus. J'arrive plus à les mettre. Pourquoi? Parce que ça marche. Et qu'est-ce qui dérange avec le docteur Raoult? Alors, il y en a qui disent que le mari de l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui était le directeur de l'INSERM, était très fâché contre Didier Raoult, peut-être parce qu'ils sont à Marseille, vous savez, donc non, tous doivent se diriger à Paris. Paris, on est les gens qui savons. Marseille, c'est la province, c'est la plage, hein. Et peut-être qu'ils aimaient pas ça, ou peut-être qu'il y a d'autres choses qui se cachent là-dessous. On aimerait bien savoir de notre ministre, parce que c'est la santé de Français qui meurent chaque jour. Qui est ce Haut Conseil? Qui sont ces sociétés savantes? Avez-vous un autre traitement? Oui, non? Parce qu'Internet va garder tout ça en mémoire. Internet à un moment, il faudra rendre des comptes, parce que les gens commencent, même ceux qui regardent TF1 et BFM, vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est parce que le docteur Raoult dit que la vaccination ne servira à rien? Est-ce que c'est parce que le docteur Raoult dit que le confinement ne sert à rien? Est-ce que c'est parce que le docteur Raoult dit qu'il faut tester tout le monde? Ah oui, mais tester tout le monde, c'est pas possible. Ah bon? Écoutez, on va voir si c'est pas possible. Une file ininterrompue de près d'1 kilomètre le long du boulevard Sakakini à Marseille. Ces patients viennent à l'IHU Méditerranée Infection pour se faire tester au Covid-19. Des doutes plein la tête, ils sont prêts à attendre leur tour pendant de longues heures pour savoir. Ils savent aussi que c'est là que les patients infectés sont traités par l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, à l'initiative du professeur Raoult. Hier, 6 médecins ont signé avec lui ce communiqué dans lequel ils expliquent leur démarche et le traitement qu'ils proposent déjà à Marseille, conformément au serment d'Hippocrate. Marseille et ses professeurs renommés font entendre une voix pas toujours écoutée dans la crise du coronavirus, à commencer donc par celle de Didier Raoult. Le 26 février dernier, le directeur de l'UHU détaillait déjà, notamment dans la Provence, les essais réussis de la Chine pour traiter le coronavirus avec la chloroquine. C'est un médicament qui modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. C'est un médicament, quoi. C'est comme un antibiotique. Voilà, un antibiotique des virus, il ne faut pas chercher midi à 14h. Depuis, les choses ont évolué. Didier Raoult et ses équipes ont pratiqué un test concluant sur 24 patients. Et à partir d'aujourd'hui, la chloroquine fait partie des 4 traitements et 5 molécules testés sur 3200 patients en Europe dans le cadre du programme Discovery. Il y a eu un échantillon sans doute assez petit du professeur Raoult, mais
Qu'est-ce qu'on a proposé? On a des morts. Qu'est-ce que l'on risque finalement, si ce n'est de sauver des vies? De quoi rappeler la qualité de ces travaux faits à Marseille, où, en termes d'infectiologie, les médecins de l'IHU n'ont pas à rougir face à leurs confrères parisiens. Les Parisiens ont plus de difficultés à être lucides là-dessus, mais globalement, on est la meilleure équipe au monde en maladies infectieuses et la meilleure équipe au monde en termes de recherche à Marseille, et la meilleure équipe au monde en termes de recherche en anti-infectieux et en antibiotiques. Bon, les tests, il les fait. Donc, il fait ce qu'il dit. Je voudrais aussi qu'on arrête, là, messieurs les journalistes, ça fait à peu près 1 mois que vous répétez qu'il y a que 20 patients qui ont été testés. C'est faux, c'est bon, c'était bon il y a 1 mois, il y a 20 patients qui ont été testés, mais là, il y a 1 mois qui sont passés. Et l'équipe de l'IHU, elle n'a pas attendu que de soigner les gens, elle soigne. Vous en invitez tous les jours, vous en interviewez tous les jours, donc arrêtez de donner ce chiffre de 20 personnes. C'est aujourd'hui des milliers de personnes partout dans le monde qui ont été sauvées par cette chloroquine, y compris chez des médecins avec des résultats spectaculaires. Dès jeudi matin, là, une fièvre qui a d'abord démarré un petit peu au-dessus de 38,5. Des courbatures qui se sont considérablement aggravées. Ensuite, la fièvre est montée assez fort, jusqu'à 39,2. Perte d'appétit, perte d'odorat, perte de goût, qui ont commencé aussi hier, qui font partie maintenant, je crois, des symptômes assez fréquents. Et c'est surtout hier une sensation de fatigue comme je n'avais jamais ressenti dans ma vie, quoi. L'impression que n'importe quel déplacement me pesait, quoi. Et quand vous êtes tout seul à la maison et que vous voyez votre état se dégrader d'une manière absolument inattendue et rapide, quoi, c'est difficile de rester les bras croisés. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, quoi, tout simplement, j'ai rien à perdre. Oui, je me suis fait une ordonnance, tout simplement. Hein. Et l'évolution a été incroyable. Jamais j'aurais pensé être dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, quand je vois l'état dans lequel j'étais hier. Et ce type d'évolution n'est pas décrit par les malades qui sont symptomatiques au Covid-19. C'est une évolution qui se fait sur, en général, 15 jours, 3 semaines, avec une fatigue prolongée. Je ne m'attendais pas à une évolution aussi impressionnante. Et je ne sais pas si c'est ce médicament. Je n'ai pas la preuve scientifique et je ne l'affirme pas. Mais c'est extrêmement, extrêmement frappant, troublant, et ça mérite qu'on s'intéresse de manière extrêmement forte à ce médicament, au protocole qu'a mis en place l'équipe du professeur Raoult. Pas d'automédication, on sait qu'il y a des risques cardiaques pour certaines personnes à prendre de la chloroquine, donc il est absolument formellement déconseillé, et je ne peux pas le dire plus, de s'automédiquer, ça c'est clair et net de toute façon. Alors après, c'est un médicament qui est sur ordonnance, il faut le faire sous contrôle médical. Sûr qu'il ne faut pas faire de l'automédication. Qui a dit ça? Bien que, une fois de plus, je le rappelle, ce médicament est très ancien, était en vente libre depuis des années. J'ai des témoignages de personnes qui l'ont pris pendant des années en étant en Afrique, parce que c'est un antipaludique. Hein. Donc, au-delà de la petite prescription qui est nécessaire ici pour combattre ce virus, et ils n'ont eu aucune séquelle, ils n'ont eu aucune contre-indication. Alors vous allez peut-être trouver quelqu'un qui dit « Ah ben oui, moi ça m'a donné une nausée, moi ça m'a donné ci. » Oui, bien sûr, mais alors là c'est pour tout. Hein, il y a des gens qui peuvent manger 1 kilo de fraises et ça va bien, et il y a des gens qui mangent 1 kilo de fraises, ils peuvent mourir, parce qu'ils sont allergiques à la fraise. Ça c'est pour tout, ça dépend du corps humain. Mais il ne faut pas, parce qu'il y a eu 2, 3, 4, 5, 6 cas, le généraliser. Là, on met les points sur la généralité plutôt que sur le fait que ça soigne. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de debunkers professionnels qui sortent du bois, un peu de partout. Hier, quelqu'un m'a dit « Ah, regarde, sur un site Facebook, alors je ne sais plus, Cyril Luzin, un truc comme ça, je vais sur sa page, il est essayiste en histoire, il raconte toute l'histoire de la chloroquine, c'est un médicament nazi, tout ça, mais un truc de fou, quoi. Je lui demande s'il est pas net, il m'a bloqué tout de suite. Alors que les gens disent « Ah oui, tiens, merci. On m'a raconté qu'il y a des youtubeurs célèbres, Monsieur Sam, ou je sais plus qui, et encore d'autres, là, que je ne connais pas, qui tapent sur la chloroquine, qui tapent sur Raoult, quoi. Une fois de plus,
C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est juste hallucinant, c'est juste hallucinant, ces types, c'est comme... Moi, j'y connais rien, mais je vois, je constate. C'est un infectiologue, un des plus réputés au monde, il sait ce qu'il fait, il n'a pas tué des gens, il en a soigné, et puis on a des tonnes et des tonnes de témoignages partout dans le monde comme quoi ça marche. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis pas, il faut le prendre. Et je dis oui, est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Non, donc... Mais par contre, jamais je me serais permis, je suis pas infectiologue, de dire « Raoult, c'est un imbécile, la chloroquine qui est vendue depuis des dizaines d'années, qui a été prise par des centaines de millions de gens, c'est de la merde. » Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est là qu'on voit le vrai visage de ces débunkers. Désabonnez-vous de tous ces mecs-là. Vous voyez que, comme dans tout, ils racontent des conneries. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai une femme qui m'a écrit en me disant « Monsieur Silvano, vous faites des vidéos formidables, mais je n'ose pas les partager parce que dans vos vidéos, vous parlez d'OVNI. Dans votre chaîne, vous parlez d'OVNI. » Oui, je m'appelle Silvano Trotta, je suis dirigeant d'entreprise, c'est mon vrai prénom, c'est mon vrai nom, je parle d'OVNI. Je parle d'OVNI. Mais vous savez, aux États-Unis, pour ceux, les tout nouveaux de ma chaîne, là, on parle d'OVNI au Parlement. Des militaires, des généraux, des scientifiques qui parlent d'OVNI. En France, on parle de rien, c'est une chape de plomb. Si, il y a des émissions à la con qui disent « Ah, regarde l'autre, il croit aux OVNI ». Ceux qui ne croient pas aux OVNI, c'est juste parce qu'ils l'ont pas étudié. Si on étudie sérieusement le sujet, c'est un fait indéniable, que vous pouvez regarder mes émissions sur le sujet. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que on l'a pas vu à la télé, donc c'est pas vrai. Ben, vous avez la preuve, là, la démonstration de la manipulation d'État. Vous croyez que déjà là, on nous raconte des pipeaux sur quelque chose qui sauve des gens dans une crise dans laquelle on vit, on vous dit pas la vérité, vous pensez qu'on va vous dire la vérité sur les ovnis? Du reste, il devait y avoir une déclassification de l'armée anglaise ce mois-ci, ils ont décidé de la reporter. En disant déjà les gens, il y a des mouvements de foule qui se passent avec cette pandémie, on l'a vu, hein, les supermarchés pris d'assaut, les gens qui se calfeutrent chez eux, et ils ont dit, ce qu'on a à montrer, ça peut créer la même chose. Je ne sais pas ce qu'ils avaient décidé, nos amis anglais, de dévoiler, mais ça devait être du lourd. Hein. Mais sachez que dans d'autres pays, mes nouveaux abonnés, si ça vous intéresse, vous m'écrivez, sylvanotrotta@icloud.com. Je vous donne des liens où vous allez voir des parlementaires américains, des sénateurs, des députés, des militaires, des scientifiques parler d'OVNI de la façon la plus sérieuse du monde. Ça n'arrivera jamais en France. Jamais en France, rassurez-vous, jamais. Alors je ne vais pas vous passer 36 000 témoignages de personnalités connues, hein, qui ont utilisé la chloroquine. Nous avons quand même Monsieur Estrosi, qui a été soigné avec la chloroquine, qui en dit du bien et qui essaye de joindre Olivier Véran, mais apparemment il n'y arrive pas. Donald Trump, lui, il ne s'est pas posé de questions, il l'a autorisé, je crois, il y a 4-5 jours. Regardez déjà les résultats spectaculaires. Hier, il a tweeté, parce qu'il tweete beaucoup, notre ami Donald. Florida man with coronavirus says drugs forced by Trump saved his life. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de Floride dit que Trump a sauvé sa vie grâce au traitement. Donc on peut lire Rio, je traduis en même temps, Rio Giardini, en origine italienne, 52 ans, avait dit adieu à ses enfants avant que les docteurs lui administrent le nouveau traitement. Et il s'en est sorti. Et ce traitement, c'est quoi? C'est la chloroquine. Vous avez vu dans le témoignage tout à l'heure du médecin que ça a un résultat quand même assez spectaculaire. On passe à un état ultra grippal où on n'est pas bien. Alors pas pour tous, hein. Je rappelle que pour 80% de la population, pour vous rassurer, c'est pas parce que vous chopez ce truc-là que vous allez être malade comme ça. Pour 80%, c'est même pas comme un rhume, quoi. Mais vous voyez que des fois, ça peut être... il y a les 15% des cas, c'est comme une grippe assez sévère. Et 5%, c'est... il faut aller à l'hôpital. Et donc, ça a des résultats quand même assez spectaculaires. Des témoignages comme ça, maintenant, ça va se répandre dans le monde entier. Vous allez trouver sur ma page Facebook, allez-y, c'est en public, des témoignages de Belgique, de Suisse, de partout, ça tombe. Et des témoignages de médecins, vous allez pouvoir trouver tout ça. Je vous en mets un là, ici, le docteur Jean-François Lemann,
Le Moine, pas de polémique, a demandé très justement Olivier Véran, notre ministre de la Santé, sauf que là, il y a urgence. 2 intelligences académiques reconnues appellent à 2 attitudes pratiquement différentes et risquées, mais avec potentiellement peut-être des milliers de vies sauvées. En résumé, soit on attend la fin d'un nouvel essai autorisé par le ministre et qui a débuté hier, et on perd au moins 15 jours, soit on fait confiance à l'essai du professeur Didier Raoult, partisan d'utiliser la chloroquine. On fonce. Là vient de tomber un communiqué de presse de l'AMUF, qui est l'agence des médecins urgentistes de France, est très attristée par la mort d'un collègue, on ne va pas tout lire. L'AMUF encourage les professionnels et le ministère de la Santé à utiliser les recommandations thérapeutiques et de stratégie de santé de l'équipe de la PHM du professeur Raoult. Même si toutes les conditions modernes de validité d'études ne sont pas remplies, l'urgence et le pragmatisme doivent nous inciter à évaluer le plus rapidement possible le traitement par la hydroxychloroquine, tout en prescrivant pour sauver des malades. Aucune des thérapeutiques médicamenteuses permettant la progression des malades ne doit être exclue. L'AMUF souhaite l'application immédiate dans tous les hôpitaux des recommandations de la Société de réanimation de langue française. Voilà. Par ailleurs, l'ensemble des industriels doivent fournir aux professionnels de santé, blabla, parce qu'en fait, il risque d'y avoir un problème de stock de chloroquine. Est-ce que c'est voulu ou pas? Ici, je vous mets que à Saint-Genis-Laval, le seul fabricant français de chloroquine est en redressement judiciaire depuis juillet dernier. Quand même étrange tout ce qui se passe en ce moment avec cette chloroquine. Elle était libre d'accès en pharmacie jusqu'au 13 janvier 2020, où elle est devenue obligatoire d'avoir une ordonnance pour en avoir. Chloroquine, c'est paludisme. D'accord? Or, si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le monde, on s'aperçoit que Bill Gates et sa fondation ultra pro-vaccin, lui, il veut vacciner le monde entier, va tester via un laboratoire où il a injecté des sous, un vaccin contre le paludisme au Malawi. Ça, c'était, vous voyez, c'est une publication du 23 avril 2019 sur des enfants de moins de 2 ans. On n'a plus aucune nouvelle de ce vaccin, mais est-ce que quelque part on se dit pas, tiens, si un médicament contre le paludisme fonctionne sur cette infection, un vaccin qui avait été fait contre le paludisme ne pourrait pas sauver des vies. Ouais, sauf que la chloroquine, ça coûte 24 centimes de prix de revient. Le vaccin, je sais pas. C'est une question que je me pose comme ça, en passant. Mais, y a-t-il qu'en France, qui se passe des choses bizarres? Car je suis aussi beaucoup l'évolution de l'Italie. Je vous avais quitté dans mon avant-dernière émission en disant qu'il fallait que j'étudie un petit peu les stats italiennes, parce que y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas. Regardez un petit peu ce tableau. Vous avez Italie, 63. Alors c'est des données à hier. 63 927 cas. Donc bientôt ils vont dépasser la Chine. 6077 morts. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 10%, quoi. C'est un truc de fou, de fou. L'Allemagne, dont je connais, parce qu'elle est juste à côté, et que je suis ici ce qui se passe en Allemagne, 30 000 cas, 130 morts. Donc on passe de 10% pour les Italiens à 3% pour les Allemands. Là, il y a un truc qui ne va pas. Retenez quand même encore un chiffre tout en bas, parce qu'on va en parler après. Le Japon, 1140 cas, 42 morts. Pourquoi je vous montre ces chiffres? Parce que c'est très important de voir qu'il n'y a pas d'unicité. Donc on ne sait pas vraiment qui compte quoi et comment. En fait, en Italie, il ne se pose plus de questions. Il y a un mort, c'est le Covid. C'est vraiment le Covid. Mais nous avons aussi le cas de la Lombardie, donc la région de Milan, où il y a des virologues qui disent, en Lombardie, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Peut-être que le virus a muté. Donc ça, c'est la virologue Maria Rita Gismondo, que je vous avais déjà présenté dans d'autres émissions, qui dit qu'il est en train de se passer quelque chose d'étrange.
tout en bas, en Lombardie, il y a une agressivité que l'on n'explique pas. Toutes les hypothèses peuvent être valides, mais elles se demandent si le virus n'aurait pas muté. Et là, je vais ouvrir un sujet sur ce qui s'est passé en Italie. Parce que certes, en Italie, c'est la population là, une des populations les plus vieilles du monde. Je vous l'ai déjà dit, les Italiens ont continué à travailler. Les Italiens gardent les anciens chez eux. Donc ils vont travailler, ramènent le Covid, ils les donnent aux grands-parents, aux parents, aux arrière-parents, aux arrière-grands-parents, parce qu'ils les gardent vraiment avec eux. Et ils les contaminent. Voilà. De toute façon, on ne les compte plus. Tu meurs, c'est le Covid. Sauf qu'en Italie, il y a eu quelque chose quand même dans la région de Milan d'assez incroyable. C'est une campagne massive de vaccination anti-méningite. La population de la province de Bergame, là où il y a un gros foyer, en Lombardie, là où il y a un gros foyer, est la plus impactée en ce moment par des pathologies respiratoires dramatiques. N'est-il pas très avisé de chercher des corrélations trop évidentes entre ces pathologies pulmonaires et la récente campagne de vaccination anti-méningococique gratuite de janvier 2020, dont toute la population de cette région a été sujet suite à une épidémie de méningite à méningocoque, impactant 6 personnes, dont 2 décédèrent en décembre 2019. C'est sûr que si on se fait vacciner, qu'ensuite il y a un nouveau virus qui vient, il peut y avoir une corrélation. Du reste, je me le répète, je l'ai déjà demandé dans d'autres émissions, qu'est devenue la grippe 2020, quoi. Qu'est devenue la grippe 2020. Je rappelle, je remets des images des années précédentes, urgence saturée face à la grippe. Des gens attendent plus de 8 heures dans les couloirs. Une épidémie de grippe particulièrement virulente sévit cet hiver, donc l'hiver dernier. La faute notamment à un vaccin moyennement efficace. D'accord ? On a aussi des témoignages qui disent « Bonjour Sylvano, merci pour tes vidéos. Ce matin, je découvre le nouveau symptôme, perte de goût et de l'odorat. En février 2019, j'ai été arrêté 7 semaines et hospitalisé 2 fois à Purpan, en Toulouse, pour virus inconnu. Le week-end du 2-3 février 2019, je travaillais. Forte poussée de fièvre, perte du goût, fatigue intense, plus tard, forte douleur dans tout le corps. En attendant une place à Purpan, mon médecin m'avait mis sous cortisone, donc du jeudi au mardi suivant. Ce qu'il ne faut jamais faire. À Purpan, après beaucoup de prises de sang, arrêt de tout médicament, mes organes étaient touchés. Pour faire court, pendant les jours que j'ai passés chez moi en attendant ma nouvelle hospitalisation, le professeur m'avait donné de l'Acupan si la douleur devenait trop insupportable. Mais je n'ai rien pris. Par contre, j'ai appliqué le régime strict que m'avait donné Doina, mon médecin, même si j'étais très maigre, tant pis. Mon médecin est une Roumaine formidable et ses régimes m'ont toujours sauvé, ainsi que l'exercice adapté. Donc volaille, poisson, fruits, légumes frais. Ma tension était toujours très basse, 10,5, mais elle est remontée petit à petit et j'ai pu soigner mes organes. À mon deuxième séjour à Purpan, les cultures de sang n'avaient pas pu déterminer la nature du virus. On m'a fait passer des tas de radios, scanners, IRM, qui m'ont laissé des vertiges et fait monter ma tension à 17,9. J'ai eu beaucoup de mal à éliminer tout ça. Bref, j'ai continué le régime, blabla. Plus tard, c'est ma sœur Ghislaine qui a été hospitalisée, puis un homme qu'elle connaissait. En novembre, c'est ma sœur des Landes, Barbara, elle pour pneumopathie sévère. Elle a été très gravement malade du cœur il y a quelques années, donc fragile, sous oxygène, avec 55 de saturation. Elle commence tout juste à s'en sortir. Donc c'est quand même assez étonnant. Je rappelle qu'en Italie, on est déjà remonté à novembre 2019, donc bien avant la Chine, avoir retrouvé trace de ce virus. C'est ce qu'il n'est là pas depuis longtemps. Et donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de corrélation entre la vague de vaccination qu'il y a eu en Lombardie? De plus, je rappelle que on n'analyse pas. Il n'y a pas les statistiques des gens qui meurent s'ils ont été vaccinés contre la grippe ou pas. Et on ne sait pas où elle est passée, la grippe 2020. Bien, revenons à notre tableau. Comme je vous l'avais dit dans l'avant-dernière émission, l'Italie, devant le nombre de morts nettement supérieur que partout ailleurs, l'INSTAT, l'Institut italien de la santé, a décidé de faire des analyses, comme je vous l'avais expliqué, post-mortem. Et il s'avérait que seuls 12% des personnes qui avaient été cataloguées comme mortes du Covid l'étaient réellement à cause du Covid.
Donc en fait, si on fait 63 927 cas, 6077 morts, si on considère plus que 12% des cas, ça fait plus que 729 morts. Ce qui nous fait un taux de mortalité de 1,14%. Si on prend l'Allemagne, et avant je crois que je vous ai raconté de grosses bêtises, mais c'est pas grave, je vous corrige maintenant, 30 150 cas, 130 morts, ça fait 0,43% de létalité. Alors, autant le chiffre italien, il est juste à 100%, pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études, autant le chiffre allemand est un peu faux, pour la simple et bonne raison, c'est que eux ont commencé un peu tard. Bref, entre 0,43 et 1,14, on voit déjà que c'est pas grand-chose. Par contre, quand on voit le cas de la France, 19 856, 860, on trouve un taux de létalité de 4,33%. Et là, c'est complètement déconnant. Ce n'est pas possible. Surtout si on le compare à d'autres pays. Mais, comme vous me l'avez envoyé plusieurs fois, il y a des articles qui sortent dans la presse, hein, une dame qui, son mari a fait une chute domestique. Vous savez que c'est une des causes assez incroyables, les accidents domestiques de mortalité. Son mari, il est tombé d'un tabouret, il est mort, s'est cogné la tête. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont fait un test et il avait le Covid. Et ils l'ont mis dans le nombre de Covid. Pourquoi? Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. C'est étrange. Bien, revenons à la grippe. Est-ce qu'il peut y avoir donc une relation entre une vaccination et les virus respiratoires tels que le Covid? Eh bien écoutez, on va aller dans la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, qui dit que, vous voyez, c'est une publication du 10 janvier 2020, hein, c'est pas une publication de 2012, vaccination contre la grippe et interférence avec les virus respiratoires parmi le personnel du ministère de la Défense, au cours de la saison grippale 2017-2018. Donc la vaccination contre la grippe peut augmenter le risque d'autres virus respiratoires, un phénomène connu sous le nom d'interférence virale. Le reste est un peu technique. Donc oui, il peut y avoir une corrélation entre la grippe et la vaccination contre la grippe et les virus respiratoires. Et ici, un article paru dans la prestigieuse revue The Lancet qui démontre que les patients avec des problèmes d'hypertension ou de diabète ont évidemment un risque accru au Covid-19 et qu'il faut le faire très attention à la prise d'antiviraux. Voilà. Donc en France, on ne veut pas prendre... on fait tout un cinéma sur la chloroquine et qui peut donner des effets sur le système cardiaque. Mais est-ce qu'on a fait des études de l'autre côté pour savoir si les antiviraux ne pouvaient pas tuer des personnes qui avaient des problèmes respiratoires et de diabète? Je rappelle qu'en Italie, 50% des morts avaient des problèmes respiratoires. Est-ce que je suis un fou et un fantaisiste de raconter ça? Je ne pense pas. Bien. On a parlé de la chloroquine, mais hier je vous ai parlé d'un médicament en fabrication en Corée du Sud. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Vous voulez que je vous emmène faire un petit tour au Japon? Parce que vous avez vu les chiffres bas. Le japonais était confiné un petit peu en février. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au Japon? Bah écoutez, je vous emmène à un peu entendre parler italien de la part d'un pharmacien jeune italien qui est au Japon. C'est des images qui datent de 48 heures. C'est quelque chose qu'il a posté sur son Facebook et qui est devenu ultra viral en Italie. Et je vous ai expliqué après. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Juste regardez ce qu'il y a, c'est dans un quartier de Tokyo, hein, c'est pas plein centre, hein, c'est pas très... regardez ce qui se passe. Allora, aggiornamento situazione coronavirus in Giappone. Faccio questo video per farvi conoscere la verità e farvi resistere in Italia perché prima o poi ce la faremo. Allora, questo è Ikebukuro. Questo è Global Ring, uno dei lati, Ikebukuro è molto grande, uno dei lati principali di Ikebukuro. Come vedete dietro di me c'è tantissima gente, guardate, sono tutti ordinati, tranquilli, la gente passeggia, guardate, vi faccio vedere. La gente passeggia, i mezzi funzionano, i sakura fioriscono, eccoli qua. Non so se si riescono a vedere i fiori dei sakura. Come vedete alle mie spalle c'è tantissima gente, è tutta molto tranquilla. La domanda è perché?
Perché a voi in Italia continuano a farvi vedere un notiziario dove il Giappone si accalca, dove il Giappone se ne frega, dove il Giappone pensa solo alle Olimpiadi? Perché ragazzi vi stanno nascondendo la verità. So che sembra il solito discorso complottista, prendetelo come vi pare, o altrimenti andate su Google e digitate Avigan. È il nome del farmaco che qui esiste dal 2012, che cura l'influenza, è un semplice farmaco che agisce sull'RNA. Avigan, non vi sto raccontando cazzate, andatela a cercare su Google, visto che vi ci curate su Google, vedete anche se state per morire, lo usate per tutto, andate a cercare Avigan. Avigan, ragazzi, è un antinfluenzale che viene usato in Giappone, che serve anche a curare molti ceppi del coronavirus, perché se non so se lo sapete, il coronavirus ha diversi ceppi, esiste da tantissimo tempo, quello che stiamo affrontando ora non è altro che una sua evoluzione. Bene, qua c'è l'Avigan, è un farmaco che viene dato per l'influenza e in Giappone si sono resi conto da un po' di tempo, da qualche settimana, che questo Avigan cura il 90% dei casi del coronavirus. Noi qua passeggiamo tranquilli, io quando sono arrivato qua a febbraio il Giappone era vuoto, perché ovviamente c'era questa paura di questo coronavirus. Nel momento in cui 2 settimane fa si sono resi conto, hanno cominciato a fare la sperimentazione su alcuni casi, nel senso hanno provato a dargli alcuni casi di coronavirus e si sono resi conto effettivamente che funziona alla grande, la gente è ripresa a vivere, non solo si è tolta le mascherine, prima la avevano tutti avevano la mascherina, se le sono tolte, le mamme riescono con i propri bambini, insomma ragazzi, no, io vi sto mostrando le immagini, non vi sto mostrando delle immagini di repertorio come fa il telegiornale, no? Che prende immagini X della metro, magari in una notizia vecchissima dove si accalcano per il lavoro e ve le spacciano per chissà quale scoop. Io vi sto mostrando un sabato pomeriggio normalissimo. Donc déjà, faut pas avoir peur du nombre de Japonais qui se promènent avec des masques, hein. C'est un peu classique au Japon. Donc ce garçon raconte quoi? Que quand lui, en mois de février, il n'y avait rien, personne n'était dans la rue, et bien évidemment, ils étaient confinés. Et donc il le fait pour les Italiens, pour leur dire qu'ils doivent résister, et que, à mon avis, pour lui, c'est un complot. Bon, on s'en fout que pour lui, c'est un complot, mais allez. Et donc on voit des gens qui se promènent, avec ou sans masque. Déjà, j'en ai vu qui n'avaient pas de masque, ce qui est assez exceptionnel pour un Japonais. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont testé des médicaments, et ils ont trouvé qu'un de leurs médicaments, l'Avigan, produit par Fuji, je vous le mets là, Avigan, un traitement japonais efficace contre le coronavirus, selon la Chine, mais c'est pas que maintenant, c'est pas que selon la Chine, en fait c'est le Japon, hein, parce qu'un traitement développé par une filiale de Fujifilm est efficace pour traiter le coronavirus, a affirmé le gouvernement chinois. C'est totalement efficace, a expliqué le directeur du ministère de la Science pour le développement biologique, Zhang Jimin, lors d'une conférence de presse. Mais bon, c'est pas la peine d'aller chercher des infos chez les Chinois, puisque les Japonais, c'est démontré en live. Donc il dit aussi, ce garçon, qu'il montre des images fausses au JT italien, parce que lui, il le voit, et que c'est vraiment scandaleux. Maintenant, avec Internet, on peut voir n'importe quel JT de partout, hein, et que c'est absolument scandaleux de présenter le Japon comme ne pensant que aux Jeux Olympiques. Du reste, ça vient de tomber, il propose de le décaler d'il y a 1 an. L'opposition en Italie, qui est un petit peu plus forte, notamment Giorgia Meloni, elle dit que l'agence italienne du médicament a dit qu'elle a commencé à faire des expérimentations sur l'Avigan. On commence toujours à faire des expérimentations 3 ans plus tard. Ça marche au Japon. Arrêtez de faire des expérimentations. C'est un médicament qui a été autorisé. Je veux dire, c'est quoi? C'est pas comme si c'était un nouveau traitement issu de nulle part et que l'on découvre en disant attention, ça peut... On connaît. C'est un médicament qui est déjà vendu depuis 2012 dans le monde. On connaît parfaitement ses contre-indications. Donc elle dit qu'il pourrait très bien sauver des vies pour le coronavirus et que je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas aussi vite, quoi. Selon ce jeune pharmacien, c'est 90%. Donc le chloroquine, c'était 91% dans les tests à Didier Raoult. L'Avigan, c'est 90%. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a des gens qui me... Il y a des choses bizarres qui se passent en Italie et pas qu'en France. Vous savez qu'en Italie, comme ils ont beaucoup testé, ils ont quasiment plus de tests.
On va regarder ce qu'on découvre, hein. Ça date du 20. Coronavirus en pleine crise épidémique, une entreprise italienne vend 500 000 tests aux États-Unis. Produit par une compagnie de Brescia, en plein cœur de la zone la plus sévèrement touchée par l'épidémie. Les tests auraient pu subvenir aux besoins de toute la moitié nord du pays. À la place, ils ont été vendus aux États-Unis, écrit le journal La Repubblica. Voilà, l'annonce, vous voyez ici, c'est Defense One. Ça est confirmé par un général du Pentagone, Paul Friedrich, qui, alors qu'il expliquait dans un point presse le fonctionnement d'un test standard, a admis que les États-Unis en avaient importé d'Italie. Et les patrons disent que, voilà, nous n'étions pas tenus de prévenir les autorités italiennes, hein, donc à mon avis, les Américains, et les ont payés bien plus cher que le gouvernement italien. Bien, que se passe-t-il en Chine pendant ce temps-là? Parce qu'on entend tout et son contraire. Donc déjà, la Chine, la production industrielle, elle remonte, hein. Vraiment, ça se relance. Ça se voit sur plein d'indicateurs, sur plein de fournisseurs. Vous savez que j'ai beaucoup de contacts, que ce soit avec des entreprises qui travaillent avec soit des entreprises chinoises directement, soit avec des filiales qui sont implantées elles-mêmes en Chine. De plus, j'ai des abonnés qui m'écrivent, notamment cet abonné, je vous ai déjà dit, qui m'écrit, qui me donne des nouvelles, puisque toute sa belle famille est en plein cœur de Wuhan. Salut Sylvano, juste pour te dire qu'en Chine, la vie repart doucement. Dans la ville de Yichang, les commerces et centres commerciaux ont réouvert. Mes beaux-parents hésitent encore un peu à sortir, mais dehors, les gens ressortent. 6 juin, une vidéo du départ des médecins de la province de Fujian. Ils avaient été envoyés à Yichang pour aider les médecins locaux. Comme ils n'ont plus de cas à traiter, ils peuvent rentrer chez eux avec les honneurs façon très communiste. Donc on peut s'en sortir si les autorités prennent les bonnes décisions. Malheureusement, en France, nos autorités se préoccupent plus du chiffre d'affaires des lobbyistes que de la vie de la population. En fait, la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, était la plus touchée par la pandémie. De ce fait, des délégations de médecins ont été envoyées de toutes les autres provinces de la Chine afin d'aider les hôpitaux du Hubei. Dans la ville de Yichang, c'est des médecins de la province du Fujian qui ont été envoyés. Fujian est une province au sud de Shanghai, juste en face de Taïwan. Cette vidéo n'est pas de propagande, je connais bien la place d'où partent les bus, je pense qu'ils vont aller à l'aéroport de Yichang qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville. Apparemment, les Chinois commencent à s'intéresser à l'affaire du professeur Raoult, un médecin de Canton a fait une vidéo, il explique que la chloroquine est la meilleure solution dans l'immédiat, que ce médicament n'est pas cher, qu'il est connu et qu'il n'a quasiment pas d'effet négatif. Je t'en dirai plus. Voilà, même la Chine. Je vous montre un peu la propagande chinoise. Bon, c'est propagande communiste, mais c'est juste pour vous prouver que ça marche, hein. C'est des images réelles de la Chine. Bien, revenons en France. Eh bien, aujourd'hui vient de tomber, vous savez, suite à mes vidéos où je disais que de Mulhouse, enfin de l'Alsace, étaient partis des avions mercredi dernier pour Toulon, Marseille, pour vendredi, Bordeaux. Aujourd'hui, ça vient de tomber, des malades de Grand Est évacués vers Brest et Quimper par l'armée de l'air. Décidément, de l'Alsace, on arrose la France. Et pendant ce temps-là, je vous avais dit que j'avais fait une vidéo hôpitaux et cliniques privées au chômage. Je vous montre ici un témoignage que j'ai reçu. Pour faire suite à ta dernière vidéo, je suis responsable de la sécurité et de la sûreté pour des cliniques. Je te confirme les lits vides pour les patients Covid-19. La semaine dernière, nous avons dû mettre en place en urgence dans les cliniques des dispositifs permettant l'accueil des patients atteints du Covid. Ce qui a été d'une grande complexité, annulation de tout acte opératoire non vital, annulation de tous les rendez-vous, réquisition du personnel, sachant qu'à partir de lundi, beaucoup ne pourraient être présents dû aux écoles fermées, montage de structures extérieures pour accueillir les cas avérés sans les mélanger aux autres, garder la structure urgence en service, prévoir un service de soins complet pour les patients atteints avec les matériels médicaux adaptés, un week-end chargé, épuisant et anxiogène. Lundi, l'ARS, l'Agence régionale de sécurité santé, nous dit que tout cas confirmé devra être transféré à l'hôpital. Directive que nous avons bien sûr appliquée. En tout, 10 cas ont été transférés. Et jeudi, lors de la réunion de crise quotidienne, le directeur nous annonce que l'hôpital est débordé et que nous allons devoir gérer les nouveaux patients logiques.
Eh bien non, vendredi, le directeur m'annonce qu'il a rendez-vous avec la direction de l'hôpital et de l'ARS, car l'hôpital accuse les cliniques de vouloir ses patients pour se faire de l'argent. On marche sur la tête. Nous sommes à l'arrêt depuis 5 jours, donc 0 rentrée d'argent. Et là, une personne a dit, l'hôpital veut se prendre tous les honneurs, redorer leur image pour qu'une fois sortis de la crise, ils obtiennent ce qu'ils veulent de l'État. Je ne te cache pas que beaucoup commencent à le penser. Résultat, on commence à trier des patients par priorité, par faute de lit, alors qu'en vérité, des lits, il y en a. Que dire de cela? Que dire de cela? Donc, un conseil d'un autre abonné. Je viens de visionner votre dernière vidéo, je ne sais pas si cela peut être utile, mais peut-être que pour vous fournir du travail aux établissements privés de proximité, les patients et leurs proches peuvent savoir qu'ils peuvent avoir recours au code de la santé publique et indiquer leur décision de se faire traiter dans un établissement privé. Le principe du libre choix du médecin ou de l'hôpital est un principe fondamental. Le principe du libre choix est un principe fondamental rappelé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé codifié à l'article L 1110-8 du Code de la santé publique. Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. Même s'il peut avoir des conséquences financières, certains pourraient vouloir bénéficier de leurs soins. Donc voilà, si vous avez une bonne mutuelle, n'hésitez pas, allez dans le privé. Allez dans le privé. Bien, j'avais terminé la dernière émission en vous disant que la crise n'était pas perdue pour tous, parce qu'il y avait un fonds, le fonds Bridgewater, qui avait misé plus d'1 milliard, 1,5 milliard de dollars sur la chute de toutes les bourses en mars. Je ne savais pas quand c'est qu'il l'avait fait. Vous avez été très très nombreux à m'apporter la réponse. Donc voilà, du Wall Street Journal. Ils ont fait le pari en novembre. Donc en novembre, ce fonds savait à parier que toutes les bourses allaient chuter en mars. Il est doué le gars, il est doué. Alors, peut-être qu'il a parié aussi pour avril, pour mars, j'en sais rien du tout, moi, je ne suis pas un spécialiste. J'ai pas réussi à avoir l'information de combien ce fonds va gagner en ayant parié 1,5 milliard de dollars. Fois 10, fois 20, fois 30, fois 50 la mise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Au début de l'émission, je disais que Internet a une mémoire, d'accord? Il y en a qui pensent que Internet n'a pas de mémoire. On va déjà faire. On n'a pas encore passé le pic, j'espère qu'on va le passer bientôt, de cette pandémie. On va déjà un petit peu se souvenir. Mais avant ça, je vous mets un avis de la population sur la consommation de l'eau du robinet. Donc, on m'a dit que peut-être que ça n'avait rien à voir, que le maire de Redange, il y avait des soucis avec la station d'épuration. Mais moi, déjà, ça m'avait frappé. J'avais déjà pensé ça, parce que, vous savez, est-ce que je ne suis pas un spécialiste, donc peut-être que parmi vous, vous connaissez quelqu'un qui connaît un spécialiste. Je sais qu'il y a plein de saloperies dans l'eau du robinet. Évidemment, vous recevez votre facture de eau en disant tout va bien. Mais oui, est-ce qu'on traite les antibiotiques? Est-ce qu'il y a des antibiotiques dans l'eau du robinet? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments dans l'eau du robinet? Évidemment, sur votre fiche, il n'y a pas, parce que c'est pas testé. Donc, on ne peut pas trouver ce qui n'est pas testé. Donc, avis aux spécialistes. Est-ce que les stations d'épuration sont faites pour éliminer ce virus? Puisqu'il peut se transmettre par l'eau du robinet. C'est pas histoire de faire peur. C'est juste que là, il dit que, voilà, faire bouillir. Je sais pas. Un risque, c'est... Je ne sais pas, donc je préfère prévenir que guérir. Et donc, on va se quitter avec un petit retour en arrière de ce qui se disait. Tout ça pour vous montrer que à la télé, on dit pas forcément la vérité, mais que les gens oublient très vite. Et là, ça, je ne cesse de le répéter dans toutes mes émissions. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. M'aider à la faire. Partagez-la. Quelqu'un me dit notez aussi, mais bon, ça sert à rien de prendre des notes, on sait jamais, mais bon. Mais faut que les gens sachent, quoi. Faut que les gens sachent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et je vous laisse avec un petit comeback en arrière. Bise. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France?
Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver, ça c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque.